pouvez vous asseoir. Est-ce qu'ils ont ajusté vos micros? Je crois que oui. Savez-vous? Parfait. Comme on m'entend bien? J'entends très bien. Je m'entends moi-même, ça fait que ça doit être bon. Ça doit être correct. Alors, ça va? Ça va? Bien, oui. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais, je suis toujours on est toujours dans le moment de votre arrivée comme PDG de la SAAC. On a présenté au début des travaux de la commission, différents membres de différents comités, conseils d'administration, comités conjoints, etc. J'aimerais un peu qu'on fasse la lumière sur votre implication dans ces différents comités-là. On sait qu'il y a un CA, vous l'avez dit, de qui vous relevez. Est-ce que vous êtes appelé, vous, comme PDG, à siéger sur les rencontres tenues par le conseil d'administration? Sur les rencontres des différents comités? On va se concentrer sur le conseil d'administration pour le moment. Sur les rencontres, bien oui, évidemment, Oui. je suis membre du conseil Vous êtes d'administration. membre du conseil d'administration. Et durant votre passage comme PDG, est-ce que vous avez assisté à toutes les rencontres du CA? Je n'ai pas manqué une rencontre, non. De toute façon, j'étais là 14 mois, alors. Puis, durant votre passage, de votre rôle sur le CA, comment vous voyez votre rôle sur le CA? Je devais m'assurer que toutes les informations devraient être transmises au CA, aux membres du CA, en toute transparence. C'est la raison pour laquelle j'avais initié une participation beaucoup plus grande de tous les VP dans les réunions du CA. Je trouvais ça important que je peux bien porter le rapport pour eux, mais j'aimais mieux que ce soit la personne visée qui ait les deux mains dans le dossier, qui puisse faire état de chacun de leurs dossiers. Puis ça s'avérait encore plus important dans le dossier CASA parce que ça impactait différentes directions, Évidemment que l'assurance était pas impliquée beaucoup, là, mais quand même, il y avait d'autres directions, VP Finance, VP Service à la clientèle et tout. Alors, chacun des VP venait presque toujours aux réunions du CA pour faire une reddition de compte. Ça permettait aux membres du CA aussi de poser des questions directement à la personne qui traite du dossier. Puis moi, ben, j'avais l'impression que... J'avais même la conviction que je jouais mon rôle en toute transparence auprès des membres du CA. Est-ce que je dois comprendre qu'avant votre arrivée, c'était pas comme ça que ça fonctionnait? Je le sais pas, je n'étais pas là, mais ce qu'on me dit, c'est que les VP allaient assez rarement. Je peux pas vous en dire plus. Et vous, à titre de membre, vous participez à la prise de décision au CA? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bien, au niveau des décisions, j'avoue qu'étant membre du conseil d'administration, théoriquement, oui, mais stratégiquement, évidemment que c'est pour moi qui menait le bal au CA. C'était le président du CA. Ceci, oui. Et on a vu également dans les différents PV qu'on va regarder aussi, mais il y en a plusieurs qui ont déjà été déposés. Il y a souvent des séances à huis clos. Oui. Alors vous, c'est quoi votre rôle dans ces séances à huis clos? Moi, j'avoue que ces séances à huis clos-là, ça méritait un peu. Pourquoi? Ben, parce que PDG, là, il y avait des rencontres... en fait, il y avait des rencontres huis clos avec le PDG à la fin des rencontres. Puis il y avait des séances après chaque comité, des huis clos, notamment avec l'auditeur interne, avec... moi, je cachais rien, fait que je comprenais... Honnêtement, là, je comprenais pas si j'avais un conseil à donner, c'est que je sais que c'est normal dans certains conseils d'administration, c'est même suggéré dans certaines circonstances, mais de façon générale, si on me demandait à la fin des rencontres d'aujourd'hui ou de demain quelles sont mes recommandations, ça ferait une partie de mes recommandations. Parce que les discussions internes, là, au CAPA, par exemple, concernant M. Pelletier, j'étais pas là. Alors, j'aurais aimé ça être là. Mieux compris. On va y revenir là-dessus. Oui. Voilà. Alors là, on était sur les rencontres du conseil d'administration. Alors maintenant, on a vu également que vous avez parlé du CAPRA, là, vous avez parlé il y avait des séances de comité, vous avez des sous-comités du CA, si je peux me permettre ainsi, là. Alors,
Comme dans tous les CA, là, il y a des comités qui sont responsables des finances, des ressources humaines, etc., etc. Et il y avait un comité important qui était le CAPA, le CAPRA, là, auquel, à un moment donné, dans le temps, on a fusionné le CAPA et le comité d'informatique. Tout ça dans le cadre de CASA, parce que un n'allait pas sans l'autre. Et ça a même été, plus tard, moi, j'ai suggéré, contrairement à ce qui s'est dit, au, au PCA pour employer pas des... PCA, pouvez-vous nous PCA, c'est donner le le titre? président du conseil d'administration, je Parfait. m'excuse. On vient Bruno aussi au procureur, chef gouvernement de adjoint. prendre des anacronymes tout le temps. Oui. On Et pouvez-vous nous dire qui il est? Parce le qu'on PCA, couvre une longue c'est période. Conrad Sioui, qui a toujours OK. été là quand je suis arrivé, puis quand je suis parti. Alors, j'avais suggéré au président, parce que c'est lui qui, tant qu'à faire des comités fusionnés auxquels il manque seulement 3 personnes du CA, on va faire des comités, on va faire des CA spéciaux auxquels tout le monde va être au courant d'eux. Puis les CA spéciaux, ça va être en alternance. Madame pas Champoux, mais Louise, Pour payer. non, l'autre Louise, Turgeon. Louise Turgeon et Madame Corinne, dont le nom de famille m'échappe, qui était pour maintenir ou présider ces assemblées-là, puis donner l'information, parce que ces CA spéciaux-là n'étaient traités que le sujet de CASA. Et tous les VP dans ces CA-là, puis moi j'y tenais, c'était pour faire une reddition de compte dans chacun de leurs domaines, au terme de... Fait que le CA avait toute l'information nécessaire pour prendre des décisions le jour où il devrait prendre des décisions. Et... Moi, j'intervenais, excusez-moi. Non, allez-y. Moi, évidemment, que j'intervenais au besoin, là. Je me laissais la place vraiment au comité, qui était l'ensemble du CA spécial et les vice-présidents. Et puis, vous nous dites que vous avez fait une modification, justement, là, pour créer des CA spéciaux. Vous rappelez-vous à quel moment ça se passe? Oui, je vais vous dire ça, parce que ma mémoire, les dates, là. Alors, les CA spéciaux ont commencé le 14 septembre 22. Il y en a eu 5, puis entrecoupés de CA ordinaires, on s'entend, là. Il y en a eu le 14 septembre, le 28 octobre, le 30 novembre, le 6 janvier, puis le 23 janvier. L'ensemble des procès-verbaux, Oui. je vais vérifier, mais l'ensemble des procès-verbaux vous ont été déposés en bloc. S'ils n'avaient pas déjà été déposés, Monsieur le commissaire, ils l'ont été ce matin là, dans le cadre du dépôt des pièces. Parfait. Et il y avait évidemment, entre ces CA spéciaux-là, des CA ordinaires, auxquels on parlait aussi, évidemment, de CASA, mais on parlait aussi de plein d'autres choses, là. Je sais pas, la gratuité du permis de conduire, par exemple, là, pour la prochaine année, les publicités, les enjeux RH, le réaménagement de l'immense bâtisse de la SAC là, pour pouvoir possibilité avec le télétravail, les bureaux sont moins occupés, pouvoir louer ces espaces-là, parce que ça appartient à SAC, là, la bâtisse, contrairement à pas la SIC. Alors, on discutait de toutes sortes de sujets-là. Alors que les CA spéciaux, si je comprends... Exclusivement. C'est exclusivement pour le Tout à projet fait. CASA. C'est l'objectif. C'est l'objectif. La fréquence des rencontres des CA spéciaux, est-ce que c'était au besoin ou il y avait une fréquence prédéterminée? Bien, il y avait une fréquence, évidemment, lorsqu'on l'a instauré, c'est parce que, je vous rappelle qu'on est au mois de septembre. Donc, parce que la période super active où le train a monté de vitesse là, pour se rendre à la gare, c'était pas mal du début septembre au mois de janvier. Et évidemment, c'était dans la période. En fait, un des sujets importants qu'il fallait décider, est-ce qu'on déploie à la date prévue? Est-ce qu'on déploie plus tard? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Ça, je vous laisserai poser des questions. Je sais que vous allez y arriver. C'est pour ça que je vous laisse aller. Parfait. Donc, si je reviens aux différents comités là, sous le CA, Oui. Vous, c'est quoi votre niveau de participation à ces comités-là? J'y assistais, sauf où j'avais des empêchements majeurs, habituellement à tous ces comités-là. De toute façon, les procès-verbaux vont faire foi de ça. Et bien, notamment au niveau de l'audit, je quittais pour la présentation de M. Pelletier, auquel j'ai toujours dit à M. Pelletier de dire ce qu'il a à dire, puis
n'était pas question pour moi de le censurer ou de quelque façon que ce soit. J'ai toujours été assez, je pense, collaborateur avec l'auditeur interne et les auditeurs internes. C'est la raison pour laquelle j'avais précisé à un comité de gestion l'importance de donner accès à toutes les informations à l'auditeur interne. On va y arriver à ces procès-verbaux-là. Désolé d'anticiper. Non, ça va, non, mais vous mettez la table pour ce qui s'en vient. Maintenant, on a parlé des comités, du conseil d'administration. Maintenant, on comprend aussi qu'il y a des comités de direction. Oui. Des rencontres du comité de direction. Oui. Pouvez-vous nous dire là, rapidement, là, le comité de direction, il est constitué de qui? Des VP. Des VP. Et où on invite certains gestionnaires ou directeurs, dépendant des sujets qui sont traités. Encore une fois, je vais vous laisser poser des questions. Je suis désolé. Non, ça va, ça va. Vous nous dites, on est ici pour entendre la vérité. C'est ce qu'on vous demande de faire. Oui, mais j'avais hâte de la dire, la vérité. Allez-y, puis aussi, là, les VP, pensez aux gens qui écoutent également, qui n'ont peut-être pas suivi. Donc, qui est là? M. Malenfant, M. Frenette, etc. C'est en mesure de nous dire. Là. C'est bon de me rappeler de préciser ces noms-là. J'essaie toujours d'éviter de dire des noms, mais je pense qu'il faut le faire. Parce que moi, j'ai un mandat de savoir qui savait quoi. Là. OK. Alors, en fait, c'est les VP qui étaient nommés. Il y avait M. Frenette, Mme Lépiné, il y avait M. Martin Simard, il y avait Simard, M. Malenfant, évidemment. Il y avait Marie-Ève Beaulieu qui faisait partie du comité de gestion. Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. En fait, si je me fie à la première, à la séance du 1er février, là, ouais. on parle évidemment, M. Frenette, Mme Gisèle Gauthier. Gisèle Gauthier, oui, mais c'est parti. Donc, c'était remplacé. À quelle vice-présidence, Mme Elle n'était pas vice-présidence, elle était secrétaire du... secrétaire pas de l'association, mais de la société. Parfait. On parle de M. Dave Leclerc. Oui, j'oubliais. Mais... M. Dave Leclerc occupait quelle fonction? Il s'occupait des communications et des relations avec les partenaires et notamment avec le cabinet. On parle de Francine Lépiné, oui. Qui est aux finances. Aux finances. Tout à l'heure, ça m'amène, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous avez, à votre arrivée, rencontré M. Frenette, entre autres, parce qu'il était aux finances. Je comprends qu'à votre arrivée, M. Frenette n'occupe plus la fonction de VP aux finances. Non, mais c'est lui qu'on me dit qui connaissait le... Moi, je voulais avoir une rétrospective dossier. Puis c'est lui qui était dans le projet du tout début. Après, j'ai évidemment que je parlais à Francine Lépiné, là, mais je voulais avoir un topo de l'ensemble du dossier. Sans vouloir gérer ce qui s'est passé avant, mais je voulais quand même avoir une historique du projet. C'est pour ça que j'ai François Frenette et M. Carl Malenfant. Et M. Malenfant, on parle de M. Guillaume Morin. Guillaume Morin qui était invité, mais qui n'était pas systématiquement membre du... Oui, c'est ça, je prends la première. Cette rencontre-là, c'est ça, à cette rencontre-là. Et on parle, parce que là, on parle de participants, là, puis après ça, on a des invités. On parle de Martin Simard, que vous avez déjà nommé. Martin Simard, il n'était pas invité, il était vice-président. Il est toujours vice-président. Et Guy Tremblay. Guy Tremblay, je l'oubliais, qui était vice-président responsable de la sécurité routière. Est-ce que ça semble faire le tour des gens qui sont là à votre arrivée? Merci de me rafraîchir la mémoire, mais... Alors, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence le comité de direction se réunit? Très régulièrement. Régulièrement? Il y a deux façons de faire en gestion. Il y a soit de faire des statutaires régulièrement avec tout le monde, etc. Ce que je faisais à l'occasion au besoin. Ou j'ai toujours eu l'attitude avec mes comités de gestion de faire en sorte d'éviter de briser les silos entre chacune des vice-présidences. Quand on fait des statutaires, puis qu'il n'y a pas d'échange de chacun des dossiers devant tout le monde, devant tous les autres vice-présidents, mais chacun fait sa petite affaire, vient me parler de tout ça au statutaire, mais ça n'a pas l'effet escompté que moi je recherchais. Alors, systématiquement, à chaque réunion, il y avait un volet CASA, évidemment qu'on ne s'en sort pas, hein? Il y avait un volet CASA d'abord, mais c'était un tour de table. Chaque VP, tout le monde m'entend bien encore, oui? Je pense que oui. Chaque VP y allait des dossiers en cours, de ses enjeux, des problématiques,
des besoins, etc. Et de telle sorte que tout le monde savait de tout le monde comment la machine fonctionne pour les rendus. Pour CASA, c'était incontournable, mais aussi même pour les autres dossiers. Tu sais, les contrôleurs routiers, il y avait un enjeu, je me souviens de... Il existe encore cet enjeu-là, là, qu'il soit... Il voulait être armé, etc. Puis il y avait... Bon. Alors, chaque VP avait des dossiers qu'il gérait. Et pour moi, ben, c'était riche de contenu parce que j'avais toutes les informations en même temps. Et de telle façon, si j'avais un geste à poser, ben, je le faisais rapidement parce que c'était comme ça. Puis je savais qui. Tu sais, c'est jamais un VP qui est responsable de dossier, puis qu'il n'y a pas d'autres, c'est pas impacté sur les autres VP. Alors, ça me permettait d'avoir une plus grande cohérence dans les décisions, dans les actions que je posais. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, très régulièrement, je me souviens bien presque à toutes les semaines. OK. Et pour faire, c'est quoi le type de décision? Je comprends, vous faites vous faites des comptes rendus, vous parlez des différents dossiers en cours, mais quel genre de décisions se prennent au comité de direction versus les décisions qui se prennent au CA? C'est deux choses. Comité de gestion, c'est le quotidien, c'est l'administratif. CA, ils sont... Fonction d'un CA, c'est plus de délimiter les orientations, les dossiers importants. Ils sont plus dans le... Comment dirais-je? Dans la planification des dossiers importants. Le CA n'a pas à gérer le quotidien. Mais c'est pas le rôle du CA de faire des opérations. Non, malgré que des fois, ils peuvent être tentés, parce que c'est toujours tentant de gérer dans le quotidien, mais c'est pas le rôle du CA. Le CA, là, c'est les grands dossiers, puis d'être informé de ce qui se passe au quotidien aussi, mais en tout cas, globalement, mais pas de décider au jour le jour. Sinon, on n'en sortirait pas. Pas à, je ne sais pas combien, t'es à 14-15 autour de la table, là. On n'en sort pas. Alors, le rôle du CA, il jouait bien son rôle ordinairement, posait des questions. Il y en a qui étaient aussi bonnes que vous pour poser des questions et qui faisaient en sorte qu'ils voulaient savoir exactement ce qui se passait dans un dossier. Puis ça, moi, j'étais tout à fait heureux de ça. Est-ce que, de mémoire, dans les rencontres de comité de direction, il y avait des comptes rendus qui étaient rédigés? Comité de direction, oui, mais comme il y en avait plusieurs, je sais que ça verra assez court. Mais il y avait, je pense, je les visualise, là, question CASA, puis après les autres dossiers à tour de rôle, mais c'était pas un roman de 15 pages, là. OK. Mais mon adjointe était toujours là, mon adjointe d'exécutif. C'est votre adjoint exécutif qui faisait le PV, j'imagine, Oui, c'est ça. du comité de direction. Oui, tout à fait. C'est ça. Okay. Et Marie-Ève faisait le PV Marie-Ève Beaulieu, faisait le PV du conseil d'administration. Voilà. OK. Marie-Ève Beaulieu, elle arrive quand à la SAC? Marie-Ève Beaulieu arrive quelque part au courant de l'été, juillet ou août 2022? 2022. Oui, je n'étais plus là. Je n'étais pas en juillet 2023, je n'étais plus là. Okay. Alors, 2022. Donc, à partir du moment où elle est arrivée, puis elle est arrivée, on va revenir à Mme Beaulieu, mais elle est arrivée à quel titre? Elle est arrivée à titre de vice-présidente, responsable des relations gouvernementales, responsable de tous les avocats, parce j'ai fait une restructuration de la planification, pas de la planification, mais de l'organigramme. Cette vice-présidence-là n'existait pas avant? Non, elle n'existait pas. Il y avait quoi, un secrétariat général, j'imagine? Il y avait un secrétariat général. Une DAGE. Puis il y avait une DAGE, mais les DAGE étaient séparés entre l'assurance puis ce que je trouvais absolument inapproprié. Okay. Alors, j'ai réuni des avocats, que ce soit dans un endroit ou un autre, ça demeure des avocats. Donc, j'ai réuni les avocats. Et donc, elle était responsable des avocats. Elle était responsable des relations avec le cabinet, des affaires corporatives et du rayonnement. Alors ça, c'est une nouvelle vice-présidence. C'est une nouvelle vice-présidente qui était tenue en partie avant par la dame que vous avez nommée. Mais, comment elle s'appelle, donc? Madame Gauthier. Madame Gauthier. Mais j'ai élargi le poste de vice-présidente pour combler, puis pour qu'il y ait un équilibre globalement au niveau de l'organigramme.
Alors, elle est donc arrivée au mois de juillet. Alors, cette vice-présidence-là est devenue réelle en juillet Oui. 2022. Évidemment que ça a été tout le processus auprès du conseil d'administration de créer cette nouvelle vice-présidence-là. Ça, c'est moi qui l'ai défendu en présentant les raisons pour lesquelles je voulais créer ce poste-là, l'importance de ce poste-là. Je pense que aujourd'hui, ça s'avère une personne importante dans l'organisation. On a, Monsieur le commissaire, déposé en bloc les pièces au départ, mais je veux à ce stade-ci peut-être là, aviser on a déposé là, sous la cote 45 P303 l'ensemble des procès-verbaux du comité de direction de janvier 2022 à avril 2023 en liasse. Ça se retrouve à quel onglet maintenant? Ça sera onglet 2. Onglet 2, parfait. Oui, alors, en fait, de la façon dont on les a reçus là, de la SAC, là, alors pour toute la période, chaque PV a une page épaginée là, de façon séparée, mais on a également le document épaginé là, de 1 à 200 à 249 là, pour l'ensemble de la période. En fait, c'est la période qui est couverte par la présence de M. Marcellet. De M. Marcellet. Exactement. C'est parfait. Donc, oui. Alors, c'est déposé, mais je vais voir à y référer sous peu. Oui. Alors, vous êtes arrivé, vous avez rencontré vos gens. Alors maintenant, j'aimerais vous amener au 17 février 2022, ce qui semble être votre première séance de conseil d'administration au sein de la SAAC. J'exhiberai, Madame la greffière adjointe, c'est la pièce 17P32 à l'onglet 1 de notre cahier. Peut-être prendre la deuxième page pour commencer en préliminaire. Alors, on voit bien, M. Marcellet, que c'est votre première séance. Là. On le voit en préliminaire, juste pour dire que je ne compte pas de menterie. C'est votre première présence. En fait, c'est ma deuxième, mais je l'avais déjà rencontré avant les fêtes. OK, mais votre première présence officielle aussi, j'en comprends. Exactement. OK. Donc, j'aimerais maintenant peut-être qu'on réfère au point 4.3, qui débute à la page 3 du document en bas. Oui. Donc, on voit, et à la page suivante, on voit que c'est la composition là, des comités. Alors, la formation des différents comités dont on parlait plus tôt, là, qui relèvent du CA. Alors, on voit que c'est la formation qui se fait. Et j'aimerais peut-être qu'on arrive en bas de la page, de la page sur laquelle on est, en bas de la page 4. Donc, le PCA, vous l'avez dit, c'est le président du conseil d'administration, donc M. Sioui. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Non, ça va, je vous lisais en même temps. On poursuit en proposant l'adoption d'une résolution venant entériner la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique quant au suivi du projet CASA dans son entièreté. Alors, on peut à la page suivante. On va peut-être prendre connaissance, M. Marcellet, de la résolution. C'est ce qui confirme concrètement ce que je vous ai dit, que la réunion des deux comités, parce que qui a cheminé à avoir des CA spéciaux. Parce que si on regarde toutes les personnes dans les deux comités, il ne manque pas beaucoup de personnes du CA. Alors, ça devenait un peu inutile de ne pas intégrer ces 3 ou 4 autres personnes-là. C'est ce qu'on a fait des CA spéciaux. Moi, ça me permettait aussi de s'assurer que c'est les mêmes messages qui sont dits à tout le monde en même temps. Alors là, ici, je comprends par ailleurs qu'on jumelle les comités et on dit en bas qu'il est décidé que l'état d'avancement du projet CASA soit suivi par les membres du CTIC et du CAPV auquel se joindra M. Geoffrion. On voit un peu plus long parce que M. Geoffrion semble avoir une connaissance du projet. Il était là depuis longtemps. Il était là depuis longtemps, c'est la raison pour laquelle on présume qu'il y avait une connaissance. Parfait. Je vous amène maintenant au point 7, à la page 7 du document.
s'intitule « Renouvellement du régime d'emprunt de la société, résolution ». Alors, on parle du régime d'emprunt de la société. Ce que je vais vous demander de le regarder là, rapidement. Est-ce que vous vous rappelez de la démarche du fonctionnement pour le régime d'emprunt à la SAAC? Ben, ordinairement, pas ordinairement, mais habituellement, c'était toujours la vice-présidence aux finances qui était en négociation, en discussion avec les représentants du ministère des Finances et qui renégociait là, la marge d'emprunt. C'est un peu une marge de crédit, là. C'est un peu auprès des finances. Alors, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ici, on semble... Oui, parce que le fonds d'assurance, il y avait beaucoup de sous dans le fonds d'assurance, mais quand on distinguait le fonds d'assurance et le budget de la société, c'était une autre paire de manches. Là. On n'était pas à la même situation. C'était pas nouveau, je pense que ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous vous rappelez à ce moment-là, c'est quoi la situation là, à votre arrivée là, au niveau de la situation d'emprunt de la SAAC? Là? Je ne veux pas vous tendre un piège, mais ce que je vous demandais, est-ce que vous vous rappelez de la situation à votre arrivée? Honnêtement, je ne peux pas vous dire le montant. Là. Ça fait quand même assez longtemps. Mais c'était une situation qui était prise en main par les finances. Puis selon les finances à l'époque, le VP Finances, j'entends, que cette situation-là était bien contrôlée et que les ministères des Finances étaient bien au fait. Moi, ça me satisfaisait. OK. Donc, dans la résolution, ce qu'on peut constater, c'est qu'on comprend que le CA décide d'instituer un régime valide du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, c'est ce que prévoit la résolution, qui permet à la SAAC d'emprunter à court terme ou par marge de crédit auprès d'institutions financières là, un montant qui n'excède pas 630 millions. Ça vous autorise, vous, ainsi que la VP Finance, là, c'est ce qu'on voit, à pouvoir justement conclure un emprunt qui découlerait du présent régime. Ça, est-ce que vous vous rappelez de ça? Puis peut-être pour vous éclairer sur, à la page 10, au deuxième que. J'avoue, j'ai pas de souvenir, là, mais Vous n'avez pas de souvenir? ça va peut-être me revenir. Là. Mais vous convenez avec moi qu'il y a une pléiade de chiffres là, dans tout ce dossier-là qui fait en sorte que. À la page 10, vous me dites? À la page 10, au deuxième que. Donc, Moi, j'ai pas de mémoire qu'on l'a fait auprès des institutions financières. OK. J'ai pas de mémoire qu'on l'a fait auprès de la Caisse de dépôt. Ça dit au paragraphe. Auprès des ministres des Finances, assurément, là, parce que si on allait chercher de l'argent, c'est auprès du ministre des Finances. Mais je me souviens vraiment pas qu'on ait fait, je l'aurais remarqué, là, que la société a emprunté au terme d'une institution financière, et ni auprès de la Caisse de dépôt. OK. C'est deux choses. La Caisse de dépôt était dans le fonds d'assurance, mais il n'était pas dans les opérations courantes de la société. Oui. C'était pas leur mandat, je pense, à la Caisse de dépôt de faire prêter comme ça. OK. On n'est pas une compagnie. Et au paragraphe qui suit, ça dit qu'une demande soit faite au gouvernement du Québec d'autoriser la société à instituer le présent régime d'emprunt à court terme par marge de crédit ou à long terme. Est-ce que vous vous rappelez que la démarche a été faite auprès du gouvernement? Ou ça ne relevait pas, ou vous avez s'en êtes pas occupé? Ou... Moi, je m'en suis pas occupé. OK. Je peux juste présumer que si cette résolution-là est adoptée comme ça, qu'il y a une démarche qui a été faite auprès des... mais je ne peux pas vous en dire plus. OK. Monsieur Marcellet, peut-être je vais vous demander d'approcher peut-être les micros plus près de vous. Oh, Vous approchez, on semble Coudon. avoir encore des petits problèmes. Peut-être vous rapprocher de la sur la table. table. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de matériel, puis apparemment...
Regardez, je vais m'installer autrement, si vous permettez, monsieur le commissaire, pour être sûr que tout le monde m'entende bien, parce que c'est pas dans ma volonté que des mots soient pas compris. Alors, ça va mieux comme ça? Je vais prendre ma voix de ténor. Maintenant, j'aimerais qu'on pense à une rencontre du comité de direction. Alors, Madame la greffière adjointe, qu'on pense à la pièce 45P303. Alors, c'est l'onglet 2 du cahier. Et qu'on aille à la page 14 du document. Oui. Alors, c'est une séance du 1er mars 2022 du comité de direction. On constate dans les invités qu'il y a 3 membres de l'Alliance, 3 représentants de l'Alliance. C'est particulier. Pourquoi ils sont présents dans le cadre de votre comité de direction? Parce qu'il y avait à faire un compte-rendu de l'état des travaux auprès du comité de direction. Moi, je trouve ça important. Parce qu'encore là, le responsable des TI pourrait faire cet état de compte-là, mais c'était préférable que ça soit fait de cette façon-là. Je pense, si je ne m'abuse, que c'était fait comme ça avant que j'arrive. OK, c'est pas de votre initiative, c'était fait comme ça? Non, c'est pas de mon initiative. Savez-vous c'est l'initiative de qui? M. Malenfant, probablement. Donc, vous, quand vous arrivez, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de leur présence? Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Puis je vois aussi qu'il y avait une personne de EY aussi qui était là. C'est vraiment une espèce de rapport d'étape, je pense, qui se donnait. Fait que ça nous permettait de suivre le dossier, pas rien que de l'interne, mais d'avoir une perception de l'externe. Mais demandé tantôt qui était là lorsque j'ai rencontré les gens d'EY au début. Je reconnais le nom de M. Silvino Mezzari, qui était là lors de la première... lorsque je les ai convoqués. Quand vous les avez rencontrés à votre demande? Oui, son nom me... Alors maintenant, je prendrai la page 15 au point 3 qui vise le CASA, information suivi de projet. Mm-hmm. Alors, au point 3.1, alors on voit que, Mme Foldesbus qui est là, Mme Élodie Hudon-Chabot, et on a les représentants de l'Alliance, M. Daniel Pelletier, là, qui a témoigné devant la commission, et on parle de 2 représentants de la firme EY qui sont présents à titre d'auditeur libre. Donc, c'est les gens qui traitent de ce sujet-là. On dit, monsieur, au deuxième paragraphe, Carl Malenfant, vice-président. Là, au deuxième paragraphe? Deuxième paragraphe de ce point, qui débute par M. Malenfant, débute avec l'échéancier du plan global par livraison et indique que l'exécution de la livraison 2 progresse comme prévu, que l'indicateur est au vert. En juin, une proposition sur la stratégie de la livraison 3, indemnisation et réadaptation sera présentée. Oui, parce que, si vous permettez, le souhait des TI, c'était tout de suite, presque en parallèle, de commencer la livraison 3. Ce qui, pour moi, était un non-sens. Quand vous dites le souhait des TI, c'était le souhait de qui? Des gens de TI, là, notamment de M. Malenfant. De l'Alliance ou de la SAC? De la SAC. De la SAC. Et les TI voulaient tout de suite commencer. Il faut dire qu'on se trouve au mois de mars, où, à ce moment-là, tout semblait voguer vers une livraison au mois de décembre, tel que prévu, dans les jours de l'an, à ce moment-là. Et donc, ils voulaient déjà planifier l'orchestration de la livraison 3, pardon. C'est pour ça qu'on parle de ça. Puis on dit, en ce qui concerne la livraison 2, que l'indicateur est au vert. Le paragraphe plus bas, pour les indicateurs du chantier basé sur la feuille de route du 9 février, l'indicateur est au vert. On parle d'un défi, par ailleurs, quant aux ressources humaines. Qui est existant tout le long du dossier, jusqu'en avril.
Si on continue, on dit que Mme Foldaisbus poursuit avec l'appréciation des activités structurantes du plan global. Pour la première partie, phase de construction de la solution, l'indicateur est au vert. Si on passe à la page suivante maintenant, là, on parle d'un indicateur jaune. En ce qui concerne les cycles de réalisation qui progressent et les marges de manœuvre seront nécessaires pour terminer la construction, mais ne mettent pas à risque la livraison d'eau à la fin décembre 2022. Et quand on regarde un petit peu l'avant-dernier paragraphe, Mme Foldaisbus poursuit avec les risques. Et elle parle entre autres des ressources humaines. Vous, à ce moment-là, là, on parle de ça. Vous rappelez, est-ce qu'il y a d'autres risques que ceux des ressources humaines qui sont évoqués de mémoire? Non, tout allait dans le meilleur des mondes. Et j'allais vous dire que il y avait les risques des ressources humaines, mais j'ai oublié complètement ce que j'allais vous dire. Ça va me revenir. Je suis désolé. Je vous amène, là, on parle du suivi de projet. Maintenant, à 3.2, on parle du déploiement. Alors, à la page 17 du document, on parle du déploiement et au deuxième paragraphe, chacun des éléments suivants est passé en revue et tous les indicateurs sont à vert et les travaux progressent comme prévu. On parle des clients, employés, mandataires, partenaires. Alors, c'est la situation à cette date-là qui vous est rapportée. Et, ça me revient, Mme Tremblay, si vous me permettez. C'est une chose que les TI disent ça, mais en plus, les TI externes, donc l'Alliance, disaient la même chose. Puis EY était là aussi. Tu sais, à un moment donné, tout le monde dit qu'on est correct. Il y avait aussi, si je me souviens bien, il y avait des cycles. Hein? 17 cycles, si mémoire est bonne. Le 17e cycle était un cycle tampon pour que si jamais c'était serré, bien qu'on pouvait utiliser ce cycle-là pour compléter les travaux. Alors, c'est l'information qu'on avait. Je vous amène maintenant au point 3.4 de la page 18. Là, on parle maintenant du suivi financier, contractuel et risques. On est toujours dans CASA. Attendez. 18. Oui. Alors, on parle, Mme Lépiné passe en revue les suivis financiers, contractuels et risques du projet CASA. Elle rappelle qu'à la suite de la transaction avec l'Alliance en septembre 2020, le budget de la livraison 2 avait été confirmé à 416 millions et qu'aucune modification n'avait été apportée au contrat de 458 avec l'Alliance. Il avait toutefois été mentionné au comité conjoint des technologies et comité actif-passif du 8 octobre 2020 qu'il existait une probabilité qu'il faille augmenter la valeur du contrat en 2022 pour terminer la livraison 2 et sans respect des règles contractuelles. Le contrat actuel de 458 millions sera suffisant pour couvrir les besoins jusqu'en mars 2023. Une évaluation des montants requis ainsi que la stratégie contractuelle adoptée sont en cours d'analyse. Elle poursuit ensuite en plus de détail le suivi financier, l'utilisation du véhicule contractuel, les risques financiers et contractuels. Alors vous, là, est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ça au 1er mars ou on vous en avait parlé quand vous êtes entré? Des besoins? En fait, de la situation qui est exprimée dans le PV. Je pense que j'en ai parlé tantôt, là, que, évidemment, que j'avais été informé, c'est peut-être là, été informé qu'au moment de la transaction, qu'il y a eu un montant qui a été pris et que ce montant-là pourrait être inévitablement réclamé quelque part dans le temps, puis il parlait de décembre 2022. Donc, c'était pas, est-ce que je le savais avant? Je pense que oui, on m'avait informé avant, mais sans plus de précision. Puis là, moi, ça me paraissait, avec ces faits-là, c'était pas une surprise pour le CA, parce que ça avait déjà été informé. C'était pas une surprise pour le CA, parce que je n'étais pas là, mais qu'il y a un montant qui a été perçu de l'enveloppe de 458 millions pour payer la transaction, 135 millions, là, et que, inévitablement, il était pour manquer d'argent quelque part, là. D'autant plus qu'ils ont rajouté des systèmes, notamment les contrôleurs routiers, que l'évaluation qui avait été faite en 2014 ou 2020, j'en sais 2014, que cette évaluation, elle était faite qui ne s'avérait pas exacte,
quand ils ont commencé à travailler, c'est souvent le problème des systèmes informatiques, là, tant que tu n'ouvres pas les... et que donc, pour toutes ces raisons-là, il y avait une logique qu'il y ait un montant qui soit demandé. 222 millions, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas pris ça à la légère. C'est pour ça que je n'ai pas accordé... en fait, j'ai pas recommandé qu'on accorde le 222 millions. Mais à cette étape-là, au 1er mars, ce que je comprends, c'est que le montant qui sera nécessaire d'aller chercher déterminé. ne semble pas déterminé. Non, il n'était pas déterminé. Mais est-ce que de souvenir, le chiffre de 222 circulait dans les airs? De souvenir, non. De souvenir, non. Ça s'est fait plus en fin mai, début juin, je crois. Où il y a c'est quand on a... En fait, il y a eu une préparation qui a été faite par VP Finances puis par VPTI pour savoir quels sont les besoins financiers. C'était eux qui étaient en charge de faire cette analyse-là. On parle d'une analyse est en cours, donc on parle de Mme Lépinay et M. Malenfant? Oui. Évidemment que M. Malenfant prenait une place importante là-dedans. Bien, c'est lui qui établissait les besoins. Et le 222 millions, éclaté de la façon que vous l'avez vu dans ce document-là, c'est ce qui a été présenté. Quand vous dites d'éclater dans ce document-là, est-ce que vous excusez-moi. On apprend c'est le document du 7 juin. À laquelle on va arriver sous peu. D'accord. Document en couleur là, qui est sur une page, là, qui est assez explicite. Ce qu'on appelle un apprend. C'est ce qu'on a appris durant cette commission. Un approche. J'aimais bien les napperons parce qu'on avait une vue d'ensemble. On n'était pas endormi par une foule de documents. Alors voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je comprends qu'au 1er mars, on fait cette analyse-là, mais le montant n'est pas encore déterminé. Même de façon informelle. Pas à ce que je me souviens, honnêtement, non. Donc, je comprends que vous apprenez pas ça dans le cadre de cette rencontre-là. Vous le saviez. Je savais le 458 millions, forcément. Puis je savais qu'il y avait un montant qui avait été réclamé, puis que ça s'est fait. Moi, toujours, je me suis toujours contre-vérifié avec le juridique qui a travaillé les contrats, qui a travaillé la transaction, tout ça. Est-ce que tout, puis ça avait demandé quand même que la transaction était légale, puis tout ça. On m'a toujours dit que tout est correct, légalement parlant. Il y avait un avocat dont le nom m'échappe. Le commissaire. Pardon? Excusez-moi d'intervenir pendant la réponse du témoin, mais la question n'était pas précise, donc c'est pas un reproche, là, c'est juste un constat. Je vous rappelle que la posture de la SAC, ce n'est pas de renoncer au secret professionnel. Et je formule une objection à l'égard de la réponse du témoin là, pour la transmission du contenu de l'opinion. Je n'ai pas de problème à ce que le témoin relate avoir consulté l'adage, mais le contenu de l'opinion, j'aimerais que... Effectivement, vous êtes plus PDG, la cliente de Maître Laprise, et c'est pas vous. Je comprends qu'il n'y a pas de renonciation au secret professionnel. Je n'ai pas habilité pour trancher le secret professionnel. Mais jouer alentour sans connaître le conseil que vous avez été chercher sur Maître Laprise, aucun problème. Peut-être spécifié, qui ait demandé conseil à Adage. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé une opinion écrite. Là. Fait que j'ai pas demandé de communion écrite à l'adage, comme je demandais à l'adage presque très régulièrement des conseils. Là. En fait, des conseils, des bonifications, surtout sur des dossiers. Surtout en matière contractuelle, on peut s'entendre. Oui, puis surtout sur des dossiers où je n'étais pas là, auxquels j'avais notamment la transaction, notamment le contrat. Tu sais, quand on a dit, le 3, on peut juste le fait de rajouter les contrôleurs routiers. Là, j'ai dit, on peut-tu jouer comme ça dans le contrat, là? Puis les réponses que l'adage ou les avocats vous donnent, c'est l'objet de l'objection de Maître Laprise. Non, mais donc, le contenu de ce qu'on vous répond. Je ne dirais pas le contenu, mais j'ai demandé sur la légalité de ça. De venir du contenu, là, Maître Laprise, mais c'est pas mon objectif. J'ai pas d'opinion écrite de toute façon. Mais il était omniprésent tout le monde. Puis écoutez, je suis bien placé pour connaître le secret professionnel. Là. Puis les secrets professionnels reliés aux opinions juridiques. C'est pas mon intention de... Moi, je vais faire un obitaire à partir de ce moment. C'est-à-dire que, ce que je vous l'ai dit, le secret professionnel, c'est un privilège qui a même été élevé au rang constitutionnel. On s'entend. Par contre, quand on veut collaborer avec une commission d'enquête, puis on va aller à la recherche de la vérité sur des éléments aussi importants, et c'est pas une invitation que je vous fais, là, mais peut-être
priez à avoir une discussion avec votre cliente aussi, avec la prise. Je dis ça, je referme. C'est un obitaire, d'accord? Ce sera fait. Fait, merci. Mais si je peux me permettre, M. Lemseur, Oui, allez-y. mon intervention avait juste pour but de confirmer que des vérifications étaient faites sur les différents contrats. Point. Avec quoi on n'a pas de difficulté, M. le commissaire. Point. J'arrête là. Point. Oh, continue. Parfait. Donc, on en est là au 1er mars. Vous, quant à l'évolution, que ce soit du projet ou aux travaux qui sont faits en prévision du déploiement, en mars 2022, votre situation, c'est quoi? Votre niveau de confiance, c'est quoi? Toujours la même. Sinon, je ne me serais pas rendu jusqu'au bout. Là. Mon niveau de confiance, j'ai de la difficulté à vous dire ça aujourd'hui, là, mais à cette époque-là, mon niveau de confiance était toujours là. Le niveau de confiance des VP était toujours là. Et le niveau de Ben, confiance. je sais interrompre là-dessus. Moi. Oui. Le niveau de confiance, puis là, on arrive, là, on est en 2022, là, on s'en va vers 2023. Là. Il y a un montant qu'on vous donne de 458 millions de dollars. On vous informe qu'il va manquer d'argent, parce qu'on a pris de l'argent dans les enveloppes, et si on veut. Mais à ce moment-là également, j'imagine que vous êtes avisé que le contrat, là, il incluait là, les 3 livraisons, là, Oui. originalement. Là. Oui. Puis à ce moment-là, là, on vous informe également là, que pour arriver au bout de l'exercice, il va possiblement manquer des morceaux, là, Oui. dont un gros morceau qui s'appelle la L3. Oui. OK? Oui. Votre niveau de confiance n'est pas minimalement, pas ébranlé, ce serait trop fort, là, mais en termes de... Je vous dis, M. le commissaire, j'étais toujours à l'affût. Puis j'étais pas méfiant, mais j'étais toujours un peu sur mes gardes. Dans le montant, puisqu'on va y arriver là, aux 222 millions, il y a un volet de L3. Il y a un montant qui est attribué dans le L3 qui était nécessaire pour exécuter le L3. Moi, on me dit qu'en décembre 22, il n'y avait plus d'argent pour faire la livraison 2, qu'il manquait de l'argent. Et moi, l'explication de manquer de l'argent, c'est le fameux 135 millions qui a été pigé, qui était là pour l'exploitation, puis qui ont servi ce montant-là. Il y avait une explication mathématique logique dans mon esprit. La différence, c'est toujours aussi suite à la pandémie. Tout ne s'explique pas par la pandémie, là, mais l'augmentation des ressources TI qui a augmenté de 30 % et l'augmentation aussi de ce qui était couvert par le contrat initialement. Parce que le raisonnement est aussi bon quand je dis les contrôleurs routiers, c'était pas là avant. Là. Puis ils l'ont couvert par le contrat. Alors, c'était un amalgame, si le terme n'est pas bon, c'était une réunion de tous ces faits-là qu'il me disait, qui me faisait croire que oui, 222 millions, c'est de l'argent, mais non, c'est pas vrai qu'on va l'accorder comme ça aveuglément. C'était ça ma politique. Puis je l'avais dit à certains VP en disant, moi, le L3, là, on va mettre ça au rencard pour l'instant. Même si c'était prévu, on va mettre ça au rencard pour l'instant parce que la L3 n'était pas, dans un monde idéal, oui, mais c'était pas un volet au niveau de l'assurance qui était urgent. Là. Et ça pouvait attendre. Alors, voilà. Mais c'est sûr que ça a coûté plus cher. C'est sûr que, mettez-vous, je ne vous demande pas de me mettre à ma place, là, mettez-vous dans le contexte où on est en mars-avril, en fait, la planification c'est en juin, qu'on doit livrer à la fin de l'année, puis que on ne peut pas revirer. Là. J'ai été capable d'annuler un contrat important dans SIGE, parce que je pouvais le faire. Mais on n'en était pas là, avec ce dossier-là. Alors, encore une fois, c'est... J'essaie de vous répondre, puis c'est difficile de vous répondre, pas de façon contemporaine, mais au moment où ça a été pris, ces orientations-là, ces décisions-là. C'est pas évident de faire la distinction parce que... C'est les questions qu'on vous pose. Ouais. C'est parce que le problème, c'est que la fin, on la connaît déjà. Là. Okay? Oui. On sait comment ça a coûté, ou à peu près, ou on n'est pas loin, et tout ça. Puis on sait qu'il va se passer quelque chose. Je ne la connaissais pas, moi, en mars. Là, mais c'est ça. C'est pour ça que Maître Tremblay vous pose des questions. Là, à ce niveau-là, votre niveau de confiance, il est quoi? Là, je ne la connaissais pas. Puis
à l'époque, puis quand je suis arrivé, c'était comme ça. Toute l'exploitation et le reste, si on regarde les fameux tableaux, que tout ce volet-là, c'était assumé par le budget de la SAC. Là. Tu sais, le 400, c'est ce qui faisait dire que le 458 millions n'a jamais été changé. Après coup, quand on regarde ça, on l'a mis dans le budget de la SAC, mais que c'est pas une fausseté, mais c'est pas tout dit. Tremblay, Justement, quand vous arrivez, là, êtes-vous capable de faire la différence? On l'a entendu à plusieurs reprises, là, le budget et le contrat. Est-ce que on vous fait part de ça? Est-ce que vous comprenez la distinction entre les deux? Qu'est-ce que vous comprenez? Oui, mais je peux vous avouer que c'est pas simple. Ça n'a pas été simple pour plein de monde aussi. Toujours la distinction entre le coût du projet et le coût du contrat. Le coût du projet, c'est une chose. Le coût du contrat, il n'est pas changé. Avec le 222 millions, ce qui n'a pas été accordé, on s'entend, là, c'est 45,7 millions, je pense, ou 46,7 qui est accordé. Mais si ça avait été 222 millions, dans mon esprit, le coût du projet aurait été, si je l'ai noté là, pour ne pas vous dire de niaiserie, c'était 180 millions,4. Qu'est-ce que ça comprenait, le projet? Ça Est-ce que vous le savez? comprenait le contrat initial de 458 millions. C'est pas simple. Mais votre compréhension à Mais vous. mon compréhension, il faut que je m'en mette dans le dossier à tous Non, les fois exact. pour Oui, être je sûr de ne comprends. pas me tromper. Là. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est le 458 millions,4, plus éventuellement, c'est hypothétique, parce que c'est pas ça qui est accordé, le 222 millions. C'est ça le fameux 680 millions,4. Ça, là, c'est le coût du contrat. Initialement, c'était 458 millions. Votre La compréhension. réalité, c'est que le contrat, dans ma période à moi, c'est 458,4 millions plus 45,7 millions. Le coût du contrat au 1er avril est de 504 millions,1. Ça, c'est... Est-ce qu'on vous explique au départ que dans le contrat de 458,7 millions, ça comprend la L1, la L2, Oui. la L3, Oui. les coûts d'exploitation Oui. jusqu'en 2027? Les coûts d'exploitation ont été enlevés à partir de 2020, je crois. Mais au départ, quand le Au contrat départ, est c'était signé ça, en mais ils ont décidé 2017, de changer leur façon Oui, de mais la faire. question, c'est le départ. au départ. Le départ, les coûts d'exploitation étaient là. Bon. Effectivement. Alors, Effectivement. ça, est-ce que vous l'apprenez quand vous arrivez, en cours de route, au moment de discuter des avenants? À quel moment En cours de route. En cours de route. En cours de route. Et là, j'ai demandé pourquoi. Mais ils ont dit d'une façon comptable de calculer les façons, puis ça se fait dans d'autres projets, que les contrats, que les coûts d'exploitation sont calculés à part. Pourquoi? Puis je pense que la PDG maintenant du conseil d'administration, Ça va? Mme Savoie l'a expliqué qu'il y a les coûts de la plateforme, puis il y a les coûts d'entretien de la plateforme, puis la récurrence de la plateforme. Puis c'est pour ça que ça a été scindé comme ça. Je pense qu'il y a des gens d'une voiture, puis l'entretien de la voiture, puis tout ça, là. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'était déjà établi cette façon-là avant que j'arrive. Ça avait été approuvé par le CA. Et donc, c'était transparent, puisque dans les tableaux, on indiquait ces coûts-là. J'en ai des. Je ne sais pas si je peux. On va y arriver au OK. tableau. On va y arriver, OK. c'est parce que vous nous avez amené là, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, mais on va y arriver au fameux napperon où il y a plus de détails de chiffres, là. En fait, le document qui est central dans tout ça, c'est le document qui a été déposé comme la planification de financement auprès du conseil d'administration au mois de septembre. Il est assez volumineux, qui explique l'estimé en 22, etc. C'est là qu'on voit le volet contractuel, puis le volet exploitation et en fait, les ressources, c'est pas ça, je pense comme ça, les ressources de la SAC. Bon, justement, les ressources de la SAC, ça, elles doivent être incluses dans le fameux budget. Il doit être inclus dans le budget et non pas selon leur raisonnement.
pas dans le budget, mais pas dans le coût du contrat. Le coût du projet, c'est compliqué, là. Ben, moi, je trouve pas ça. Honnêtement, puis je me prends pas pour quelqu'un d'autre, là, mais je suis capable de faire la distinction entre le prix du contrat et comment mon projet me coûte. C'est ça. Ça inclut également, ça inclut les ressources externes, puis ça inclut les ressources internes. C'est Ce que n'a compris, j'ai l'avantage d'avoir entendu une grosse preuve, là, Ouais. ce qui a fait en sorte que ce qu'on pensait donner aux ressources internes, on n'en avait pas. Fait que finalement, on l'a transféré aux externes, ce qui a fait exploser les coûts. Là. Tout à fait. Et je pense que je le comprends. Hein? Tout à fait. Oui, je peux vous dire que vous le comprenez. Bon. Mais ce que je veux vous exprimer, Fait que c'est pour ça que je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, parce que ce bout-là, moi, il est en preuve. Vous me le confirmez, vous ne me le confirmez pas. Puis, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que le PDG, pendant les 14 mois, qu'est-ce qu'on lui a dit, puis qu'est-ce que le PDG a monté en haut, là. Moi, je suis rendu là, dans je sais, ici, là. je sais. Je suis rendu là, moi aussi. Parfait. Fait que je vais laisser Maître Tremblay conduire l'interrogatoire. Puis on va revenir avec les tableaux, ce sera peut-être plus simple, là. Je vous amène maintenant on est toujours au document du 10 mars, du procès verbal de la rencontre du comité de direction. Je vous amène au point 5, à la page 19. À la page 19, Maître? Oui. Alors, à la page 19.5, c'est le sujet du président. On dit le président et chef de la direction réitère l'importance du rôle du vérificateur interne et de la fonction de contrôle organisationnel et invite les membres à continuer leur collaboration avec eux et faciliter leur travail. Vous en avez parlé au début de votre témoignage. Oui. Alors, pourquoi vous jugez bon de faire cette intervention-là au 1er mars au comité de direction? Bien, j'ai jugé bon parce que je sentais très bien qu'il y avait de difficulté de donner certaines informations concernant certaines vice-présidences. Puis je voulais, devant tout le monde, dire, bien là, c'est fini, là, vous ouvrez vos livres. Là. Puis l'auditeur interne, on en parlera plus tard, là, mais pour moi, un auditeur interne d'une organisation, c'est important. Puis il faut le traiter selon le titre qu'il occupe. Donc, il audite les activités qu'on fait dans l'organisation. Alors, il est en ligne avec vous, là. Il est en ligne avec moi. Oui, oui, tout à fait. Puis j'étais toujours là. Pour ça que j'ai réitéré. En fait, habituellement, je n'ai pas le besoin de dire ça. On s'entend, là? Là, j'ai décidé, comme la note que j'ai envoyée au gestionnaire, j'ai décidé de faire ça. Vous me parlez de mon 14 mois, là, c'est ça. Pendant mon 14 mois, j'ai fait ça entre autres. Puis est-ce que cette intervention-là fait suite à une situation particulière? Est-ce que quelqu'un est venu vous voir? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une problématique? Pourquoi vous jugez bon de faire à ce moment-là? Bien, parce que l'auditeur interne me disait qu'il y avait de la difficulté à obtenir des informations des TI. Si vous voulez avoir une réponse claire, c'est ça. M. Pelletier vous a parlé? Oui. Il m'a parlé régulièrement, M. Pelletier. Parfait. C'est suite à ça, à cette démarche-là que vous jugez bon d'en parler. La porte est toujours ouverte à M. Pelletier et aux autres. Et sentez-vous une réceptivité face aux collègues qui sont dans la rencontre? Quand vous faites cette intervention-là, est-ce que ça réagit? Est-ce que ça vous dit oui? Est-ce que ça... Je pense que oui, mais il faudrait leur demander, là, mais je pense que La oui. perception que vous avez de cette oui, rencontre-là? oui. En tout cas, quand je ne sens pas que de la part de la personne à qui je parle, pas de réceptivité, habituellement, je réitère. Parfait. Il est 10 heures, il est midi heures. Il est midi 22, monsieur le commissaire. Je tomberai à un autre document. Est-ce que je peux vous suggérer la pause du midi maintenant? Parfait, 14 heures. Bon appétit, tout le monde. Merci. Veuillez vous lever, nous serons de retour à 14 heures.